Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par FDE autour du captage et de la valorisation du gaz de mine. Donc moi je suis Thierry Cardinal, je gère une société qui s'appelle Execo et je suis missionné par FDE pour les accompagner notamment dans leur démarche de communication, de dialogue territorial, de pédagogie sur les activités en France. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ce webinaire, je vous le disais, donc, est le deuxième d'une longue série de temps d'échange qu'on installera maintenant, c'est sûr, dans la durée. L'objectif de ces webinaires est simple, mieux comprendre les activités de FDE, les rendre accessibles et permettre à chacun aussi de poser des questions sur des sujets énergétiques parfois techniques, mais vous allez le comprendre encore ce matin, hyper concrets pour les territoires. Aujourd'hui, le sujet, vous l'avez vu, nous allons parler du gaz de mine, comment ce gaz de mine est capté, comment ce gaz de mine est valorisé et en quoi il peut contribuer à la fourniture d'une énergie locale dans un contexte où les enjeux de souveraineté énergétique et évidemment de valorisation sont de plus en plus importants. Ça sera aussi l'occasion, à travers ce webinaire, de revenir sur l'actualité récente de FDE, avec la mise en production du nouveau site de Hangre, le feu vert administratif donné pour les 18 nouveaux ouvrages miniers mis à disposition par l'État. Et aussi, plus largement, nous parlerons de l'accélération des projets gaz de mine sur l'ancien bassin minier, notamment des Hauts-de-France. Alors, comment ça va se passer ce matin pour les personnes qui n'étaient pas avec nous lors du premier webinaire? Je vais laisser tout de suite la parole à Yann Fouan qui se présentera, qui est en charge des relations publiques et des nouveaux marchés chez FDE, qui va vous proposer une présentation d'environ une trentaine de minutes. Puis ensuite, on prendra 30 minutes pour échanger, vraiment un échange libre et complètement transparent. Vous l'avez vu, pour le confort de toutes et tous, nous avons coupé vos micros, mais n'hésitez pas dès maintenant à nous poser des questions à travers le fil de discussion. Vous ouvrez à travers l'onglet conversation, vous pouvez facilement ouvrir le fil, nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation de Yann. Et moi, à la fin de la présentation de Yann, je récupérerai vos questions et puis je les poserai et puis on aura ce temps d'échange. Je voulais également vous signaler qu'on a retenu vos remarques et vos commentaires de la première édition du webinaire qui était sur l'hydrogène naturel dissous. Cette deuxième édition sera donc enregistrée, ce qui permettra à des personnes qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin de pouvoir relire, réécouter et revoir ce webinaire. La présentation qui vous sera faite ce matin vous sera également transmise par mail. Je vous l'enverrai dans tout début de semaine prochaine. Voilà, merci encore pour votre présence et je laisse tout de suite la parole à Yann pour entrer dans le vif du sujet. Merci Thierry, bonjour à toutes et à tous. On va rentrer dans le vif du sujet, le gaz de mine. Alors de quoi on parle? On parle d'une ressource qui est la conséquence de l'extraction du charbon, 300 ans d'extraction du charbon. C'est considéré comme un déchet, c'est considéré comme un résidu, un gaz fatal qu'il faut capter pour éviter ces émissions à l'atmosphère, puisque c'est un gaz qui est majoritairement composé de méthane et donc 80 fois plus polluant que le dioxyde de carbone. Donc, une des missions de Gazonor, filière de Française de l'énergie depuis 2016, c'est d'aller capter ce gaz pour des raisons de sécurité. D'abord, éviter des émissions diffuses sur un bassin qui fait 150 km de long. Et surtout, éviter des pollutions à l'atmosphère, le gaz étant excessivement polluant. Et dernier volet qui s'est accéléré, et vous l'avez compris, c'est la partie valorisation en circuit court, puisque l'idée, c'est d'essayer de valoriser ce gaz localement. Française de l'énergie, vous connaissez notre activité, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais producteur d'énergie indépendant, notamment électricité, chaleur, gaz, hydrogène, que ce soit du vert en Norvège ou du blanc bientôt en France, et du travail sur la capture de CO2. On est présent en France, en Belgique, on est présent en Norvège. Pour ceux qui ont suivi, on a également lancé une activité aux États-Unis dans le cadre de l'hydrogène naturel, mais ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Alors, le gaz de mine, on parle de 110 000 km de galeries qui ont été creusées dans la partie nord de la France, donc le bassin minier des Hauts-de-France. C'est 2,5 fois le tour du monde. C'est, comme je disais tout à l'heure, à peu près 3 siècles d'activité. Et donc, à l'arrêt de l'extraction de ce charbon, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui reste, qu'est-ce qu'on fait
des chevalets, donc les ascenseurs qui permettaient de descendre au fond. Qu'est-ce qu'on fait des terris et surtout des anciens puits. Donc, il y a à peu près 450 anciens puits de mines qui vont de 100 à, je crois, le plus profond, 1200 ou 1300 mètres de profondeur, qui ont été complètement remblayés. Mais les 110 000 km de galeries, c'était techniquement impossible. Contrairement à ce qui s'est pu se faire en Lorraine, où il y a des cours d'eau, il y a, on va dire, où noyer le bassin. Ça a pris à peu près 12 ans, si mes informations sont correctes. Le bassin minier des Hauts-de-France était beaucoup trop important. Donc, a été créée une société dans les années 90 qui s'appelait Métamine, qui est l'ancêtre de Gazonor, dont l'objectif était, comme j'ai expliqué, de venir faire baisser la pression des galeries, éviter une espèce de cocotte minute gigantesque qui pousserait ce grisou, ce méthane explosif et dangereux à l'atmosphère. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on Française de l'énergie a racheté Gazonor, comme je le disais tout à l'heure, en 2016. On a relancé l'activité d'injection du gaz. Donc, on injecte chez Natran l'équivalent de 2200 gigawattheures par an. Alors, c'est l'équivalent d'à peu près 6 à 7 000 normomètres cubes heure de gaz injecté sur le réseau. Pour vous donner un ordre de grandeur, une unité de biométhanisation moyenne en France, c'est 2 à 300 normomètres cubes heure. Donc, on est sur des volumes assez conséquents qui correspondent à peu près à 0,5% de la consommation du gaz français. Ce qu'on a introduit au moment du rachat de Gazonor, c'est la possibilité de produire de l'électricité à partir de ce gaz de mine. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des installations un peu plus légères, un peu plus flexibles, qui peuvent être déployées sur le bassin minier au plus près des ouvrages et des anciens puits. Et surtout, on a été négocier un tarif d'obligation d'achat. Donc, à chaque démarrage d'un nouveau site, EDF nous achète notre électricité à un prix fixé pour une durée de 15 ans. Et ça a permis de lancer l'activité et ça a permis de déployer toute la flotte de moteurs de production d'électricité un peu partout sur le territoire. En termes de ressources, plutôt de réserves, puisque pour le coup, ça a été certifié. Donc, c'est 9 milliards de mètres cubes de gaz qui ont été certifiés pour la partie Hauts-de-France, 358 millions côté wallon, puisque vous l'avez compris, le bassin minier ne s'arrête pas à la frontière. On le voit d'ailleurs sur la petite carte en haut à droite. Et en gros, le bassin va à peu près jusqu'à Charleroi. On a pour l'instant un site d'exploitation en Belgique, le site d'Anderlu, et on a pu certifier la réserve liée à ce site. Alors, comment ça fonctionne? Il faut vous imaginer des gros moteurs, hein, c'est des V20. Ça ressemble à un moteur de bateau. C'est d'ailleurs utilisé sur les bateaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des briques de technologie à droite et à gauche pour créer ces machines, ces moteurs qui viennent produire en permanence de l'électricité à partir du gaz de mine. Alors, c'est des moteurs de 1,5 MW. On a standardisé la flotte pour des raisons économiques et surtout pour des raisons pratiques. Gestion de la maintenance, gestion des pièces détachées, montée en puissance de la compétence de nos techniciens. Et donc, ces machines fonctionnent lorsqu'elles sont raccordées aux ouvrages 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'on explique que c'est des machines chaque machine correspond à un peu plus de 5 éoliennes, pour la simple et bonne raison qu'elles fonctionnent sans intermittence. Lorsqu'on a la possibilité de le valoriser, on en parlera tout à l'heure, on sait récupérer la chaleur sur ces moteurs, et chaque moteur devient alors une cogénération, génération d'électricité, génération de chaleur, donc cogénération, et chaque moteur peut alimenter l'équivalent de 900 foyers. On a 21 moteurs installés à ce jour sur le bassin des Hauts-de-France et la Belgique, et comme vous allez le voir, quelques-uns supplémentaires qui vont venir s'ajouter. Alors, les 18 ouvrages qui nous ont été mis à disposition par l'État. Alors, initialement, on fonctionnait sur 4 sites historiques, donc qui datent de l'époque de Métamine. Avion, Lens, Divion, Lourches, sachant que celui de Lens, pour être très clair, est sur la commune d'Avion.
ou aux avionnés qui nous suivent. Mais ce qu'on a obtenu en début d'année 2026, c'est la possibilité d'étendre le captage à l'intégralité du bassin. Aujourd'hui, Gazonor a ce qu'on appelle un permis d'exploitation exclusif de l'intégralité du gaz. C'est valable jusque 2042 et renouvelable encore 2 fois 25 ans. Donc, en gros, on est propriétaire du gaz. Par contre, on n'est pas propriétaire des anciens puits qui n'ont pas été complètement remblayés ou des sondages de décompression, c'est-à-dire des ouvrages qui ont été forés par l'État dans les années 2000, qui avaient pour vocation à l'époque de laisser partir le gaz à l'atmosphère de façon canalisée via ces micro-sondages. Alors, on était dans les années 2000, ça serait, je pense, compliqué pour l'État de justifier de faire des forages permettant de laisser partir du méthane à l'atmosphère. Mais bon, ça a été fait. L'idée de la négociation et des discussions qu'il y a pu avoir et de la convention qui a pu être mise à jour et proposée, c'est en gros l'accès à 18 sites supplémentaires qui ont été sélectionnés pour des raisons géologiques, pour des raisons de présence de gaz déjà avérés, puisque certains ont déjà pu être testés par nos soins et ont déjà des potentiels identifiés, et d'autres qui sont là pour de la surveillance. Donc c'est pour ça que dans les utilisations, dans le tableau que vous voyez à l'écran, il y a une partie qui est des ouvrages qui sera déjà dédiée à la production, d'autres qui vont faire l'objet d'une surveillance et de tests de production. On a développé des équipements, notamment une unité de test mobile qui nous permet de nous raccorder aux ouvrages et d'aller regarder la capacité des réservoirs et des galeries. Et ensuite, une troisième catégorie qui va être plus là pour regarder, surveiller, pour regarder l'évolution du réservoir en fonction des différents points de captage et pourquoi pas les faire passer ou les tester pour devenir des sites de production. Toutes les catégories sont interchangeables, vous l'aurez compris, et on a aussi la possibilité d'enlever ou de rajouter des ouvrages si on estime que d'un point de vue géologique, on a une évolution du réservoir et des potentiels de fuite qui viennent à se manifester. Alors, rapidement sur le forecast, vous aurez la présentation, donc je vous laisserai l'opportunité de rentrer dans le détail, mais le premier site qui vient de démarrer, donc celui de Angres, il était déjà construit. Le second, celui de Rouvigny, est déjà construit également et la mise en service est en cours. On devrait pouvoir démarrer officiellement le site milieu du mois d'août. Et après, vous avez d'autres sites qui sont déjà planifiés, sur lesquels on a travaillé, sur lesquels certains, le foncier est déjà sécurisé et qui sont donc dans la suite, dans la chaîne des nouveaux sites qui vont voir le jour. À chaque fois, j'ai indiqué le nombre de machines, vous vous amuserez à compter, mais pense en avoir déjà un nouveau paquet. On va quasiment doubler la flotte des moteurs côté français dans les 3 à 4 années à venir. Alors, les contraintes qu'on peut avoir, parce que c'est malheureusement une réalité, malgré le fait qu'on ait déjà déployé une flotte importante de machines, il y a toujours des contraintes inhérentes au projet de gaz de mine. La première étant de trouver du terrain. On est sur un ancien bassin minier, on est sur la zone de France où il y a le plus de friches. Malheureusement, le bassin minier fait l'objet d'un classement UNESCO qui nous complique énormément la vie pour trouver des terrains. On a par exemple des ouvrages avec au milieu de friches industrielles, mais qui ne peuvent pas accueillir nos machines faute d'autorisation et dû à ce classement. Il y a les zones, tout ce qui est pluie, tout ce qui est zéro artificialisation nette. Il y a la chaîne des parcs, la chaîne des terris. Beaucoup de terris ont été classés comme sanctuaires pour la biodiversité. Donc, à chaque fois, alors que ça aurait semblé évident, c'est une de nos plus grandes contraintes de trouver un terrain à proximité et de pouvoir y déployer nos machines. En Belgique, on a un petit cas un petit peu différent. On a un petit blocage politique. Ça fait l'objet de discussions avec le ministère. Mais en ce qui nous concerne, on devait lancer une campagne d'exploration de gaz de mine avec
des mini-forages. Pour l'instant, c'est en stand-by. Tant qu'on n'aura pas ce déblocage politique, tant qu'on n'aura pas réussi à s'entendre avec l'État belge et surtout le gouvernement wallon sur des autorisations pour pouvoir exploiter le gaz, pour l'instant, la Belgique restera un petit peu en stand-by pour nous, mais ça reste, vous l'avez compris, une zone d'intérêt en ce qui nous concerne, et on reste le seul acteur à actuellement exploiter le gaz de mine, mais voire même à pouvoir le faire pour les nouveaux sites qui sont en cours de discussion et les nouveaux permis qui y sont liés. Le délai d'approvisionnement des machines. Alors, lorsqu'on a démarré l'activité en 2007 et les premiers moteurs installés, on avait un stress au niveau approvisionnement, au niveau des postes de livraison, donc ce qu'on appelle les PDL vulgairement, ce qui nous permet d'injecter l'électricité sur le réseau, notamment le réseau d'Enedis. C'était dû à l'époque à une explosion de la demande des éoliennes qui, comme vous l'avez compris, injectent également leur électricité sur le réseau Enedis, voire RTE. Et donc, on a au niveau des fournisseurs, on avait au niveau des fournisseurs un stress à ce niveau-là. Là, le stress a plus basculé sur les moteurs eux-mêmes, sur les Yanmarer 420, les générateurs, pour la simple et bonne raison qu'il y a une accélération mondiale au niveau des data centers, et data centers, comme vous le savez, qui sont gros consommateurs d'électricité et qui ont recours à ces générateurs, soit en approvisionnement principal, soit en backup en cas de défaillance des réseaux électriques. Donc, on anticipe et on a anticipé des commandes de machines, puisque c'est 16 machines qu'on a déployées, commandées récemment, et qui vont nous permettre à assurer la construction des sites dans les 2 à 4 années à venir. Mais voilà, c'est toujours des coups de poker, c'est toujours un jeu d'échecs. Il faut à chaque fois, pour essayer d'avoir une continuité dans le développement des sites, anticiper ces restrictions et ces stress au niveau de la fourniture d'équipement. Les compresseurs, on n'a malheureusement pas la possibilité de les standardiser. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a décidé de travailler au niveau des générateurs, des moteurs sur des Yanmarer 420. Malheureusement, le compresseur, c'est toujours du cas par cas, puisqu'on doit s'adapter en fonction de la configuration qu'on rencontre au niveau du puits de mine, c'est-à-dire la qualité du gaz, la pression du gaz, l'emplacement, le nombre de moteurs qu'on souhaite y installer. Est-ce que c'est 1 ou 5 machines qu'on souhaite installer? Et donc, malheureusement, la partie compresseur fait aussi partie des délais d'approvisionnement qui peuvent être importants, mais qu'on anticipe, sachant qu'on ne trouve pas de compresseur de gaz de mine sur étagère dans le monde. Donc, on travaille avec des bureaux d'études qui viennent, grâce à toutes les années d'expérience en compression de gaz qu'on peut avoir maintenant dans la société, ils viennent nous aider à développer le compresseur le plus approprié, sachant que un compresseur qui va envoyer du gaz dans un moteur n'est pas le même compresseur qui va envoyer du gaz dans une canalisation. Pourtant, les contraintes restent les mêmes, la place, l'accessibilité, le bruit, et en gros, encore une fois, éviter toute plainte du voisinage par rapport à nos activités. Le réseau électrique, on a encore fait les frais ce matin sur Gazonor. Aujourd'hui, le réseau électrique, soit Enedis et RTE, n'est pas prêt à recevoir toutes les ENR qu'on souhaite lui injecter. C'est des histoires de vétusté, c'est des histoires de design de réseau qui ne sont pas forcément dimensionnés pour récupérer de telles énergies, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque ou même le gaz de mine. Et donc, au cas par cas, il faut s'assurer que l'endroit où on souhaite injecter aura la capacité de recevoir notre électricité, ou commencer à discuter avec les responsables de réseau pour effectuer les travaux de manière transparente, de manière à ce que le jour où on appuie sur le bouton, le réseau soit en capacité d'accueillir l'électricité qu'on souhaite y injecter. L'épuration, on nous pose souvent la question pourquoi vous n'épurez pas le gaz de mine pour l'injecter sur les réseaux gaziers. C'est tout simplement parce que le gaz de mine a une contrainte, c'est une présence d'azote assez importante. Alors, pour rappel, le gaz de mine, c'est du méthane pur issu des charbons.
et qui vient mélanger avec l'air des galeries, devenir explosif. Mais c'est un gaz qui est également chargé en CO2, en azote, très peu en dioxygène, mais c'est surtout l'azote qui nous embête, tout simplement parce que la dimension de la molécule d'azote est très proche de celle du méthane. Et donc, au moment de l'épuration, on a malheureusement besoin d'avoir recours à des technologies assez compliquées, assez complexes, qui sont d'ailleurs maîtrisées par le groupe via la technologie cryopure. Donc, on parle de cryogénie pour réussir à séparer l'azote du méthane. Et encore une fois, c'est des dimensions de structure qui ne sont pas forcément compatibles avec la dimension des puits, des volumes de gaz qu'on souhaite exploiter. L'objet toute la stratégie de développement de Gazonor, comme vous l'avez compris, c'est de multiplier les petits points de captage plutôt que, comme ça a pu être vu dans d'autres pays et notamment en Allemagne, aller essayer de tirer des tuyaux un peu partout sur le territoire de manière à canaliser tout le gaz dans un seul endroit. La philosophie, c'est d'être le plus flexible, le plus mobile possible pour pouvoir même déplacer les moteurs si nécessaire, avoir une unité d'épuration fixe et je dirais complètement immobile et compliqué à transporter, en plus de son coût, ne serait pas réaliste. Pour autant, on travaille quand même avec GRDF qui, je suis sûr, sont connectés et nous écoutent, à 2 ou 3 sites qui pourraient quand même accueillir cette capacité d'épuration. Encore une fois, c'est entre pincettes aujourd'hui. Est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas encore. Et surtout, est-ce que économiquement, ça sera intéressant? C'est des choses qui sont toujours à l'étude pour le moment. Mais en règle générale, ça reste la solution d'électricité qui est la plus flexible et la plus adaptée à tous ces mini-sites qu'il faut développer pour capter tout le gaz du bassin minier. Alors, vous l'avez compris, je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on a la possibilité, ces machines génèrent de la chaleur. On sait récupérer la chaleur des machines et les injecter sur des réseaux de chaleur urbains. Alors, je rappelle que Française de l'Énergie, ni Gazonor n'est constructeur de réseaux de chaleur urbains. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut proposer, c'est de délivrer la chaleur à un endroit et derrière, vous avez des exploitants qui vont venir construire ces réseaux de chaleur, souvent sous la demande des communautés d'agglomération ou même de certaines communes. Nous, on ne vient que mettre à disposition l'énergie à un endroit, sa distribution, ce n'est pas notre cœur de métier. Le site le plus emblématique et un petit peu vitrine, c'est le site de Béthune. Donc là, c'est Dalkia qui a obtenu le permis de construction et d'exploitation du réseau de chaleur. Et en fait, on s'est accordé avec Dalkia pour utiliser le gaz de mine afin de générer de la chaleur sur ce réseau. Alors, comment ça fonctionne? Là, pour le coup, Béthune n'est pas sur le bassin minier, mais on avait la chance d'avoir une ancienne canalisation de gaz de mine qui passait à proximité. Donc, on a remis en service cette canalisation. On en a tiré une extension sur à peu près 3,5 km. C'est le bout de tuyau noir que vous pouvez apercevoir sur la gauche de l'image. Et on vient alimenter le bâtiment en haut de la photo qui est une chaufferie. Donc, à l'intérieur, vous avez une chaudière qui fonctionne au gaz de mine. Et sur la partie basse de la photo, vous voyez 2 cogénérations, donc 2 moteurs Yen-Bauer 420 sur lesquels, en plus, on vient récupérer la chaleur à destination du réseau. Donc, sur place, on a même une trigénération avec la fourniture de gaz, la production d'électricité et la fourniture de chaleur à Dalkia. Donc, en gros, on a 2 contrats de fourniture d'énergie via une convention à tarif fixe pendant quelques dizaines d'années encore, à destination de Dalkia et du réseau de chaleur de la ville de Béthune. Alors, pour eux, ça a été une belle opportunité puisque avant la mise en service au moment de la mise en service de ce projet, on était avant la crise ukrainienne et on était à l'époque déjà 40% en dessous des prix du marché.
bon, vous l'avez compris, ils ont fait une belle économie étant donné l'inflation et étant donné l'explosion récente encore des cours de l'énergie. Avion, on prend le même chemin. Un projet, alors cette fois-ci remporté par la société IDEX, est en cours sur deux des machines d'avion. Un réseau de chaleur est en train d'être déployé. Encore une fois, alors c'est vrai que je l'ai passé un peu vite, mais c'est à peu près 4000 foyers qui sont alimentés sur Béthune. Avion, c'est 1800 foyers dans un premier temps, on va dire, puisqu'il y a des réflexions, pareil, au niveau de l'agglomération, notamment celle de Lens-Liévin, pour pourquoi pas essayer d'étendre, voire d'avoir un espèce de réseau de chaleur global sur l'intégralité de l'agglomération. Mais voilà, Avion fait partie des candidats qui ont pu mener à bien le projet et l'étude de faisabilité pour ce réseau de chaleur qui devrait démarrer dans les semaines à venir. Donc, on va alimenter notamment un quartier qui s'appelle le quartier de la République, qui sont des quartiers HLM, et à peu près tous les bâtiments publics, collèges, lycées, centres nautiques de la commune. Et encore une fois, des options, pourquoi pas, d'étendre ce réseau. Parce que, comme vous le savez, un réseau de chaleur, c'est tentaculaire. Si on revient rapidement sur Béthune, ils en sont maintenant à 6 communes interconnectées au réseau de chaleur de Béthune qui continue à croître. Alors rapidement, un projet de recherche et développement sur lequel on nous pose pas mal de questions, qui s'appelle HECO2, qui est là, pour le coup, on revient sur la thématique hydrogène. Regardez la possibilité de produire de l'hydrogène, cette fois-ci turquoise, à partir du noir de carbone. Pardon, et de noir de carbone. Alors, en quoi ça consiste, je vous laisserai lire, mais en gros, l'idée, c'est de regarder à partir de gaz locaux, notamment du biogaz fourni par la Belgique, du gaz de mine fourni par Anderlu et du gaz naturel, de regarder la possibilité, via la technologie de torche plasma ou de plasmalyse, de produire un hydrogène dit décarboné, qu'on appelle le turquoise, et un coproduit qui s'appelle le noir de carbone ou graphène ou graphite en fonction de sa qualité. Et l'idée, c'est d'avoir un démonstrateur industriel qui pourra, si tout se passe bien, découler sur une application industrielle de cette technologie qui est en plein essor. Alors pour nous, c'est juste de regarder à un plan B, à une option B, pour valoriser le gaz de mine et pourquoi pas tous les gaz qu'on pourra exploiter demain. Vous l'avez compris, le biogaz est également regardé avec l'option de pourquoi pas de convertir le biogaz de biométhaniseurs en hydrogène. Alors, où on en est aujourd'hui, il y a un premier démonstrateur tout petit, 10 grammes par heure de carbone et 3,3 grammes par heure d'hydrogène. Une deuxième version qui a été développée, 500 grammes de carbone et 166 grammes par heure d'hydrogène. Vous voyez en bas à gauche le carbone solide, ce à quoi ça peut ressembler. Et donc aujourd'hui, le dernier démonstrateur, on en est à 10 kg par heure de noir de carbone et 3,3 kg par heure d'hydrogène décarboné. C'est un projet qui suit son cours. Vous voyez en milieu en gris un premier skid de gaz de mine qui a été fourni et transporté depuis Anderlu. On va voir où ça nous mène, on va voir si on arrive à passer en phase industrielle. Alors rapidement, puisque c'est dans l'air du temps, c'est dans l'actualité, l'hydrogène naturel. Vous savez, c'était l'objet d'un webinaire, mais on en aura d'autres, on est la société qui avons découvert l'hydrogène naturel en Lorraine. Vous l'avez compris, il y a un lien direct entre la présence de charbon et d'hydrogène naturel. Ce qui nous amène à réfléchir dans les Hauts-de-France, mais aussi côté belge, parce on en a parlé tout à l'heure, c'est le même bassin minier, à pourquoi pas, un petit peu comme on l'a fait dans le Grand Est avec Régalore 2, à lancer un programme de recherche et de développement de l'hydrogène naturel sur ce bassin minier.
avec une anomalie géologique qui intéresse beaucoup de géologues, qui s'appelle la faille du Midi. Donc, c'est ce qui est représenté sur le schéma que vous voyez à l'écran. C'est une particularité. Alors, elle vient délimiter la partie sud du bassin minier. Elle vient plonger profond dans le sol et c'est une zone qui est excessivement faillée, donc fracturée du fait de la tectonique des plaques, dans laquelle on s'attend, un petit peu comme en Lorraine, à trouver, on l'espère, de l'hydrogène naturel, à condition qu'on puisse y avoir accès, d'où un petit peu le bilan de tout ce qui est faisable et réalisable sur la base de l'existant et aussi des technologies qui ont pu être déployées en Lorraine. Et pourquoi pas lancer dans les mois ou années à venir une campagne d'exploration qui ne nécessitera pas forcément un forage à grande profondeur comme on a pu le faire en Lorraine, mais qui va nous permettre d'aller chercher des indices de présence d'hydrogène, notamment dans les galeries qui sont pour certaines ennoyées et qui pourraient peut-être nous donner des indications de traces d'hydrogène naturel. Merci Yann. Merci Yann. Je propose qu'on rentre directement dans les questions. On avait une question en début de présentation qui disait dans quelle autre région de France on pourrait aussi trouver du gaz de mine. Est-ce qu'il y a des explorations qui sont faites? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Voilà. Alors, une des spécificités du bassin minier des Hauts-de-France et ce qui permet l'exploitation du gaz de mine, c'est le fait que les charbons ne sont pas connectés avec la surface. Il y a d'autres endroits où on a exploité le charbon en France, mais qui sont ce qu'on appelle affleurants, où l'extraction se faisait depuis la surface. Alors que le bassin minier des Hauts-de-France, lui, est à peu près, on va dire le toit du houiller commence à peu près 100-150 mètres de profondeur. Ce qui interdit d'ailleurs, malheureusement, la géothermie profonde sur le bassin minier au risque de rencontrer du gaz, voire de faire des entrées d'air dans notre activité. Donc aujourd'hui, même si c'est regardé, on sait qu'on n'arrivera pas à trouver de bassins dans des proportions aussi importantes que ce qu'on a pu développer en France. Mais on a eu l'occasion de regarder un petit peu ce qui se fait sur Gardanne. On n'a pas encore trouvé de configuration idéale pour redévelopper ce qu'on a dans les Hauts-de-France, mais ça fait partie des choses qu'on souhaite regarder dans les années à venir. Est-ce qu'on ne peut pas déployer en France, ailleurs, l'approche gaz au nord? Justement, il y a une question sur le ailleurs. Est-ce qu'il y a des campagnes de prospection à l'étranger? On parle ici de l'Allemagne, UK, Pologne. Alors, on parle j'ai évoqué tout à l'heure la Belgique qui est un petit peu en stand-by pour des raisons, on va dire, plutôt politiques. Pas plus tard que la semaine dernière, on a commencé à discuter avec le Royaume-Uni qui a déjà, il y a quelques années, lancé du captage de gaz de mine et qui serait intéressé à ce qu'on vienne rescanner leur potentiel, notamment au Pays de Galles, qui a un fort historique minier. Et pourquoi pas, vous l'avez compris, regarder à l'hydrogène naturel au passage. L'Allemagne exploite déjà le gaz de mine, la République tchèque exploite déjà le gaz de mine. Des discussions ont eu lieu à un moment avec la Pologne, et c'est toujours, encore une fois, des choses qui sont en stand-by. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de pays, notamment certains que je viens de citer, qui continuent à exploiter le charbon. Donc, l'idée, c'est d'essayer de regarder comment on peut minimiser les émissions de méthane tout en ne bloquant pas l'avancée de leur activité. Alors, une question plus technique maintenant. Dans quelle mesure la production d'électricité, donc du coup de gaz, est-elle modulable et stockable? Première question. Et je lis la deuxième tout de suite. Pour la part de production non couverte par des PPA, donc des contrats d'achat d'électricité longue durée, la rentabilité des installations est-elle affectée par les prix de l'électricité nuls, voire négatifs, observés presque tous les après-midi actuellement? Donc, la notion de stockabilité et deux, la part de production non couverte par des PPA. Alors, stockage, ben, il n'y en a pas, enfin, on va dire. Il existe déjà, le stockage, c'est les galeries elles-mêmes, c'est les 110 000 km de galeries. Donc, on n'aurait aucun intérêt à essayer de développer en surface des infrastructures de stockage
qui nous emmènerait rapidement dans des délires de sites Céveso, seuil bas, voire même plus, alors que la nature étant bien faite, le boulot est fait pour nous. C'est un petit peu le même raisonnement avec l'hydrogène naturel, hein. Je me permets un petit parallèle. On nous pose souvent la question comment vous allez stocker l'hydrogène naturel. L'hydrogène naturel, il est déjà stocké dans le sol. Et c'est ce qui rend aussi nos projets d'autant plus acceptables des locaux et on va dire des parties prenantes en règle générale, c'est que c'est complètement invisible et on discute de volumes pharaoniques alors que tout est stocké dans le sol. Pour ce qui est de la volatilité des prix lorsqu'on est hors obligation d'achat et PPA, on n'a pas tout notre parc de machines qui est sous obligation d'achat, donc on n'a pas tout notre parc de machines sur PPA. Et on va dire ça, c'est un petit peu un jeu de trading. L'avantage étant que si on s'aperçoit de prix négatifs, comme on peut le voir en effet sur le marché, le stockage étant souterrain, rien ne nous empêche de réduire la production d'électricité, voire même de la stocker temporairement, de l'arrêter temporairement le temps que le marché se stabilise. Inversement, en Belgique aujourd'hui, on a une explosion des prix sur le marché. Forcément, pour remplir la demande ou fournir la demande, on a les machines qui fonctionnent à plein régime. Mais encore une fois, l'intérêt de ces moteurs de production d'électricité qui sont pilotables à distance, hein, c'est quand même une prouesse. Hein, depuis leur pieu avec leur smartphone, nos techniciens peuvent arrêter ou démarrer des machines un peu partout sur le bassin minier. Bon, on a cette flexibilité du stop and go ou de pouvoir réduire les productions à notre guise, d'une certaine manière. Alors, on a une question réglementaire. Je propose qu'on fasse la question réglementaire et puis qu'après on revienne sur des questions techniques. La question réglementaire, c'est le contrat avec l'État pour les 18 sites est lié à l'autorisation d'exploitation, ce qui était le cas pour les anciens sites. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait débloquer encore plus vite les permis et les autorisations en préfecture, ainsi que pour les sites, pareil que pour les sites précédents? Alors, vous le savez, ce document, on a mis 4 ans à l'obtenir. On a été, comme on dépend de plusieurs ministres de tutelle, notamment de l'énergie et de l'écologie, qui était à un moment une seule personne, puis a été splitté en deux. Il y a eu les dissolutions de l'Assemblée. Enfin, on a eu la totale en termes de délai de traitement de nos dossiers. On y est finalement arrivé. On a, grâce à ces dernières années, développé une collaboration avec la DREAL des Hauts-de-France et une espèce de standardisation des dossiers de manière à accélérer le développement le déploiement des nouvelles machines. Donc, ça a encore fait l'objet d'une réunion avec l'équipe du préfet des Hauts-de-France, mais aussi du préfet du Pas-de-Calais, parce que vous savez, on est sur le Nord et Pas-de-Calais, et on est tous alignés sur le fait qu'il faut vraiment essayer de minimiser tout cet aspect procédurier, éviter les ping-pong de questions à chaque fois que quelqu'un lève la main. Donc, on a travaillé sur une trame standardisée qui va pouvoir, faciliter le travail de l'ADREAL, qui sont aussi puisqu'il y a beaucoup de dossiers qui atterrissent sur leur bureau, et essayer donc d'avoir une espèce de standardisation dans le traitement de nos dossiers. Et puis, encore une fois, de toujours anticiper les approvisionnements d'équipements ou de disponibilité du réseau pour que ça soit transparent. Et je veux dire, le délai ne va qu'en s'accélérant au fur et à mesure où on déploie les machines. Alors, pour tout le monde, j'ai bien vu la question sur l'hydrogène naturel. On va finir sur le gaz de mine et puis on ouvrira une parenthèse hydrogène naturel en fin de séquence. Autre question technique que je lis, j'ai noté que le gaz de mine est très riche en azote et que la séparation entre l'azote et le méthane est compliquée du fait de la taille de leurs molécules qui sont proches. La question, c'est y a-t-il également une problématique d'humidité et un besoin de retirer les traces d'eau présentes dans le gaz de mine avant son injection dans le process de cogénération? Nous avons des personnes qui sont quand même qualifiées à ce webinaire. Alors, ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est une contrainte, bien sûr, de
déshydrater le gaz avant son injection, avant de l'envoyer vers les moteurs pour éviter de remplir les moteurs d'eau. Donc ça se fait au niveau des petits compresseurs qui sont en amont, qui sont entre les puits et les moteurs et qui viennent gaver les moteurs. On a des systèmes de déshydratation par palier qui viennent s'assurer que le gaz soit épuré de son eau avant de l'injecter, de l'envoyer vers le moteur. Tout simplement parce que le gaz sort directement du sol, il est chargé en poussière de charbon, donc il y a d'abord une filtration mécanique qui est faite avec des filtres à membrane tout simple qui viennent capter les poussières, et derrière, en effet, le fait de comprimer un gaz, et surtout avec le choc thermique qu'on peut avoir entre la surface et le fond du puits, on a cette condensation qui se crée, qu'il faut donc capter avant de l'envoyer vers les moteurs. Au niveau de l'injection sur le réseau de Natran notamment, et sur les grosses artères du pays, en fait, là, on a exactement la même contrainte. Il faut déshydrater, et c'est l'objet d'un process spécifique sur avion, le gaz avant de l'envoyer. Donc, c'est même contractuellement vérifié par Natran. Il s'assure que on remplit pas d'eau leur tuyau. Et j'ai une coupure, je pense. Mais je pense qu'on continue à Okay. t'entendre. Et on vient également donner une odeur au gaz, puisque le gaz de mine étant incolore, inodore, à partir du moment où vous injectez du gaz sur le réseau public, vous savez que vous êtes des détecteurs de gaz innés, puisque les premiers moyens de détection de fuite de gaz dans le monde, ça reste les gens qui vont appeler les pompiers parce que ça sent le gaz. Et ben, on doit donner cette odeur au gaz. Et donc, en plus de déshydrater celui-ci, lorsqu'on l'injecte sur le réseau, on donne l'odeur du gaz au gaz. Ça permet de détecter assez facilement des fuites par le propriétaire du réseau. Ok, tout à l'heure, on a dit qu'on ne pouvait pas industrialiser toutes les installations parce que les gaz étaient différents. C'est quoi la différence des gaz issus des différents puits? Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas standardiser les compresseurs, tout simplement parce que on est sur des configurations qui diffèrent. Le gaz de mine n'a pas une qualité constante sur l'intégralité du bassin. On sait par exemple que nos moteurs Yanmarer arrivent à fonctionner jusqu'à une teneur de 29% en méthane. C'est vraiment le minimum. C'est le cas du 5 de Lens. Il fonctionne très bien, mais en dessous, on ne va pas savoir faire fonctionner les machines. Et on a Angre qui a plus de 80% de méthane, Anderlu qui a 92% de méthane, Divion qui a 65% de méthane, etc., etc. Et donc, forcément, quand vous demandez à un moteur 1,5 MW de fonctionner à pleine puissance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le volume de gaz à lui injecter n'est pas le même en fonction de la teneur en méthane. Et à cause de ce problème d'homogénéité de la qualité du gaz sur le bassin et dans les charbons, on est au cas par cas obligé de mettre des compresseurs qui sont plus ou moins gros, plus ou moins puissants pour pouvoir compenser la qualité du gaz. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand on regarde sur certains sites, notamment le site d'Ecodin que j'ai rapidement balayé, parfois la ressource est tellement importante qu'il faut multiplier soit le nombre de compresseurs, soit en taille, de manière à pouvoir alimenter les 1 à 5 moteurs qui pourraient être installés sur site. Donc c'est un petit peu, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est une chose sur laquelle, alors les pièces restent interchangeables, mais les compresseurs eux-mêmes, le design des compresseurs eux-mêmes doivent être, on va dire, débloqués au cas par rapport à ces contraintes de gaz, mais aussi par rapport aux contraintes du territoire. Lorsque vous avez des habitations à proximité, bah forcément, tout ce qui est packaging, tout ce qui est même les murs anti-bruit qui peuvent être construits autour de l'enceinte des ouvrages, nécessitent à chaque fois une étude assez poussée pour s'assurer que tout fonctionne au moment où on appuie sur le bouton. Alors, question de GRDF qui confirme donc sa présence, son intuition était la bonne. Bonjour, monsieur Wilmot. Ouais. La réglementation actuelle en France favorise la transformation du gaz de mine en chaleur et en électricité, alors que le bilan carbone serait meilleur en l'épurant et en l'injectant sur le réseau gazier. À quand une obligation d'achat pour le gaz de récupération? Merci Philippe. On en a parlé tout à l'heure.
encore une fois, c'est possible d'épurer le gaz de mine. Économiquement parlant, et tu es bien au courant, il faut s'assurer que ça soit réaliste. Il faut s'assurer aussi que GRDF soit en capacité de recevoir le gaz. Dans le passé, plusieurs études de faisabilité ont montré malheureusement que les points d'injection étaient parfois limités. C'est des choses sur lesquelles GRDF et Natran travaillent. Mais voilà, c'est une contrainte en termes d'injection. Techniquement parlant, c'est réaliste. Économiquement parlant, à voir si ça fait du sens. Les technologies d'épuration, que ce soit cryopure ou même concurrentes, hein, nécessitent à chaque fois des volumes de gaz à traiter assez importants ou, lorsqu'on peut le voir par exemple sur certains sites, des teneurs en méthane assez hautes et donc d'azote plus basses qui peuvent être mises de côté. Allez, je propose d'ouvrir une. Alors non, non, avant, pardon, juste avant d'ouvrir la parenthèse hydrogène, il y avait quand même une question sur notamment le développement des compétences chez FDE, notamment sur le projet de démonstration de pyrolyse du méthane. Comment est-ce que les compétences métiers sont développées? Est-ce que c'est de l'interne ou est-ce que FDE a une logique de partenariat ou de recrutement externe? Alors, on a eu la chance d'avoir un monsieur qui s'appelle Denis Claudic qui nous a rejoint, puisque c'est le fondateur et créateur de Cryopure, qui nous a rejoint il y a quelques années lorsque Cryopure a rejoint Française de l'Énergie. Il a pris la tête des programmes de recherche et de développement pour la société. Il a eu l'honneur et le privilège d'être prix Nobel pour ses travaux de capture, notamment sur le CO2 au niveau du GIEC il y a quelques années. Et donc, c'est lui qui vient un petit peu chapeauter tous ces programmes de recherche qui soient sur l'existant. HECO2 en est un exemple, hein, puisqu'on utilise du gaz de mine, comme j'expliquais tout à l'heure, mais aussi de regarder à d'autres opportunités plus dans l'air du temps. On regarde par exemple le DAC, le Direct Air Capture, pour la capture et le stockage du CO2 capté directement dans l'atmosphère. Et puis tout un ensemble de programmes de recherche et de brevets associés qui sont déposés tous les ans. On prévoit de faire une communication dédiée à tout ça parce qu'il y a un travail énorme qui est réalisé mais qui n'est pas forcément visible, mais pour lesquels FDE est déjà intéressé dans le cadre de ces développements et ces exploitations, notamment au niveau de l'hydrogène naturel. Et ouais, alors c'est internalisé aujourd'hui, mais dans le cadre spécifique de HECO2 en Belgique, c'est surtout le laboratoire Materia Nova qui a lancé le consortium et qui pilote le consortium. Et on est plusieurs industriels à en faire partie et d'amener notre pierre à l'édifice. Allez, il nous reste une dizaine de minutes. Ouvrons une parenthèse hydrogène naturel avec deux questions que je vais lire pour ne pas les trahir. Pouvez-vous nous indiquer quels ont été les problèmes techniques ayant empêché les mesures de concentration de H2 à 3000 mètres de profondeur, qui est presque la même question que sur l'hydrogène naturel? Vous avez communiqué sur une concentration mais sans mesure précise. Y a-t-il des indicateurs d'un flux minimum possible ou est-ce encore complètement inconnu? Je vous propose de répondre à cette question-là et il y aura une deuxième question sur les logiques d'investissement, notamment versus la Norvège. Alors, il faut garder en tête que le programme actuel dans le Grand Est, qui s'appelle Régalore 2, est un programme de recherche et développement. Peut-être, Yann, pour les personnes qui sont sur le gaz de mine, en une minute, recontextualiser l'hydrogène naturel en Grand Est. OK, donc dans le Grand Est, on travaillait sur ce qu'on appelle le gaz de couche ou le gaz de charbon, et à l'occasion de nos palabres et nos bagarres avec l'État pour obtenir le permis d'exploiter de cette ressource, on a mis à disposition de chercheurs du CNRS les puits forêts, notamment un puits à Folchwiller à 1250 mètres de profondeur, pour aller descendre un équipement, une sonde sur lequel ils travaillaient depuis une quinzaine d'années, ayant la capacité de séparer le gaz de l'eau in situ. La commande, en ce qui nous concerne, était d'aller séparer le méthane de l'eau dans le puits de Folchwiller. Et cette sonde, cet équipement fonctionne un petit peu comme un Gore-Tex. Elle laisse passer le gaz ou la chaleur, mais ne laisse pas passer l'humidité.
c'est un peu plus compliqué que ça, mais sur le principe, il faut avoir cette image en tête. Donc, c'est une membrane. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'occasion de descentes et de tests à plusieurs profondeurs, on a une teneur en hydrogène qui est apparue. On a cru initialement que c'était une erreur, que c'était soit un problème avec la sonde, soit un problème avec le matériel de mesure, ou probablement une espèce d'oxydoréduction avec la garniture de forage du puits qui mettait ces traces d'hydrogène, sauf qu'au fur et à mesure où on descendait, la teneur augmentait et a atteint même jusqu'à 20% à 1250 mètres de profondeur. Donc c'était une surprise. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la molécule d'hydrogène étant une des plus petites molécules de l'univers, eh ben, elle est venue traverser cette membrane Gore-Tex et est venue polluer les échantillons de méthane. Et c'est comme ça qu'on a fait la découverte, par le plus grand des hasards. Et c'est sur la base de cette découverte et de toutes les mesures qui ont pu être faites à l'occasion qu'on a lancé le programme Regalor 2, qui lui est complètement dédié au forage, pardon, à la recherche de cet hydrogène naturel, avec notamment plusieurs étapes clés. Un forage qui a été réalisé, 3655 mètres de profondeur, où on a redécouvert l'hydrogène. Je pense que ça aurait été un petit peu compliqué si on ne l'avait pas redécouvert, mais on l'a redécouvert en quantité. Ce forage a été terminé au mois de mars. Et derrière, il y a tout un programme de déploiement de la sonde existante, des nouvelles générations de sondes, pour aller, confirmer la genèse de cet hydrogène naturel, puisqu'il nous reste encore deux hypothèses à vérifier sur les dizaines d'hypothèses référencées dans le monde sur la création de l'hydrogène naturel. Vous avez entendu parler du Mali, qui est la plus célèbre. Donc, un phénomène d'oxydoréduction ou un phénomène de craquage du gaz lié à la présence de charbon. On va aussi vérifier, tester les nouvelles générations d'équipements, notamment de sondes, puisqu'on sait très bien que la sonde développée pour le puits de Folchwiller ne va pas savoir tenir les pressions et les températures du puits PTH2 à 3655 mètres de profondeur. On va essayer d'aller confirmer le lien entre la profondeur et le pourcentage d'hydrogène. Donc, vous l'avez vu, c'était l'objet d'un premier communiqué de presse. Les premiers résultats qui ont pu être obtenus sur, on n'est pas allé jusqu'au fond, mais sur la partie supérieure du puits, on est quand même descendu à 2400 mètres de profondeur, où on a atteint, pour ceux qui n'ont pas l'information, à peu près 50% de présence d'hydrogène. Et donc, on a décidé, Française de l'Énergie, de communiquer au fur et à mesure, puisque c'est une demande des gens qui nous suivent et une demande du marché, sur les résultats. Maintenant, on est une société sérieuse, on ne tire pas de plan sur la comète, on souhaite faire des communications qui sont factuelles. Aujourd'hui, on a des valeurs stabilisées jusqu'à 2400 mètres de profondeur. Il y a bien sûr d'autres valeurs qui ont été mesurées plus profondes, mais qui nécessitent encore un peu plus de temps pour pouvoir confirmer, on va dire, la trend et l'évolution du pourcentage. Mais je rappelle que 50% d'hydrogène, c'est déjà une première mondiale. Dans les volumes concernés, on est de loin devant une découverte majeure et surtout une confirmation des hypothèses de l'augmentation de la concentration au fur et à mesure où on descend dans le puits. C'est un programme de recherche. On est les premiers à se plaindre que ça n'avance pas assez vite. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ce n'est pas juste de descendre une sonde dans un trou et puis on a la valeur et on balance ça sur le marché. Encore une fois, c'est des premières mondiales, ça nécessite un peu de temps. Il y aura dans les semaines, mois à venir, une deuxième salle de communication sur la suite du programme qui nécessite également, qui couvre aussi la nécessité de certifier cette ressource. On parle aujourd'hui, et c'est ce qu'a évoqué les chercheurs, a estimé les chercheurs, à peu près 34 millions de tonnes de ressources. Il faut que cette ressource soit maintenant certifiée pour devenir, comme le gaz de mine dont on en a parlé tout à l'heure, une réserve.
Et là encore, c'est beaucoup de travail puisqu'il n'existe pas aujourd'hui d'organismes capables de certifier des réserves d'hydrogène naturel dissous sur la planète. Donc c'est en cours, c'est basé sur la base de notre technologie. Il y a plusieurs organismes qui sont approchés, des organismes existants qui ont déjà une compétence avec lesquels on a même déjà travaillé dans le passé, que ce soit pour le gaz de mine ou pour que ce soit le gaz de couche, mais qui nécessitent de s'approprier cette nouvelle découverte et surtout tous les outils qu'on met en place. J'ai entendu parler de flux tout à l'heure. Le flux est également un élément critique, en effet. C'est beau d'avoir une concentration, c'est beau d'avoir un pourcentage, il faut pouvoir montrer la productivité de la ressource. Et bien là, pareil, on travaille sur une évolution de la sonde qui va devenir un outil de production. La sonde s'appelle Sysmog, elle va devenir Sysprog. Et Sysprog est prévu d'être déployé à l'automne sur le puits de PTH2 pour commencer en effet à avancer sur ces thématiques de flux. Mais pour être très clair, ce qu'on va déterminer dans les mois à venir, c'est comment mettre en exploitation cet hydrogène naturel. La technologie existe, la technologie doit évoluer et doit être adaptée aux contraintes du terrain et des découvertes qu'on est en train de faire. Elle doit être déployée, puisque, comme vous le savez, on travaille sur ce qu'on appelle le permis des 3 évêchés, qui est l'intégralité du bassin lorrain, qui fait 2500 km². Pour rappel, c'est le permis de recherche exclusif le plus vaste jamais octroyé en Europe. On a également un pied aux États-Unis parce qu'il y a une accélération, parce que de l'hydrogène naturel a déjà été détecté aux États-Unis et qu'on va essayer de regarder l'aspect productible sur place. Mais encore une fois, on y va étape par étape. Il n'y a pas de buffer. On n'a pas 3 ans de technologie, de retour d'expérience entre aujourd'hui et la mise, entre les découvertes et toutes les données qu'on collecte aujourd'hui. Donc, on avance petit à petit, on avance en transparence, on communique au marché une fois que les données sont sûres et fiabilisées, et on a plein de partenaires validés par tous. Et c'est pour ça que vous allez voir une montée en puissance. Mais la ressource est là. À nous de trouver maintenant qu'on va la certifier, à nous de trouver maintenant quel est le meilleur moyen de l'exploiter pour rendre cette histoire complètement magique. Yann, il nous reste 1 minute, 3 questions, et donc questions complexes, réponses rapides. Comment se fait-il que l'hydrogène, comme c'est une toute petite molécule, comme tu l'as dit, une très petite molécule, pourquoi ça ne traverse pas les couches de roches successives et pourquoi ça reste confiné en profondeur? Tu as 25 secondes pour cette réponse-là. Alors, c'est assez facile. On trouve très peu d'hydrogène seul sur la planète, tout simplement parce que c'est une molécule instable. Donc, cet hydrogène va chercher à s'associer à quelque chose, notamment au dioxygène pour devenir de l'eau. C'est pour ça que malgré les 15 années de travaux qu'on a pu avoir sur le bassin lorrain et ailleurs, on n'a jamais détecté d'hydrogène en surface, on n'a jamais détecté d'hydrogène dans nos échantillons en surface. La molécule étant instable, soit elle se disperse, soit elle n'est pas canalisée dans un réservoir ou dans un aquifère, comme c'est le cas avec notre bouteille de champagne, parce qu'on aime bien cette métaphore. Vous imaginez une bouteille de champagne, on enlève le bouchon, on laisse l'eau, on laisse la bouteille et le gaz vient. Et ben, il a fallu la trouver, cette bouteille de champagne, parce que le gaz de champagne, sinon, dans l'atmosphère, il est instable, il ne reste pas tout seul. Et ben, c'est exactement ce qui se passe, en fait. C'est l'instabilité de cette molécule de l'hydrogène qui en fait la difficulté à le trouver à l'état naturel. Et il reste confiné parce que finalement, il est dissous dans… Ouais, en fait, on est venu trouver ce que les autres ne cherchent pas encore. Beaucoup dans le monde cherchent des niches, cherchent de l'hydrogène naturel de manière comme un réservoir d'oil and gas, c'est-à-dire une niche géologique dans laquelle l'hydrogène aurait pu se stocker sous forme gazeuse. Nous, ce qu'on a mis à jour, c'est une usine de production d'hydrogène. C'est en fait ce qui va créer l'hydrogène et donc, dans le cadre de la Lorraine, le stocker dans un aquifère qui est imperméable et étanche. Et donc, l'idée, c'est d'aller
se rapprocher au plus proche de ce qu'on appelle cette kitchen, l'endroit de production de l'hydrogène, d'où le forage assez profond, 3655 mètres. Ça ne veut pas dire que les futurs forages de production seront de même profondeur dans le futur. Et surtout, encore une fois, d'avoir trouvé cette technologie grâce aux chercheurs qui permet de séparer le gaz de l'eau. Il n'aurait aucune économicité à pomper toute l'eau de la planète pour en séparer l'hydrogène en surface. Donc, c'est à la fois un coup de chance parce qu'on a descendu l'équipement au bon endroit, au bon moment, mais surtout dans un environnement qui est pharaonique en termes de ressources et de dimensions. De nouveau, 25 secondes vraiment. Il nous reste deux questions. L'avant-dernière, c'est comment va être exploité cet hydrogène naturel? Les grandes pistes pour l'exploitation. D'accord, donc la valorisation d'une certaine. L'exploitation, oui, encore une fois, on vient d'en parler, donc c'est des puits qui vont être réalisés. Mais plutôt, comment ça va être utilisé? Comment ça va être utilisé? Alors, il y a quatre grandes familles qui sont identifiées à ce jour. La première, la plus évidente, c'est l'industrie, les sidérurgistes, les verriers, l'industrie lourde, les cimentiers, qui aujourd'hui crament du gaz naturel et qui ont l'obligation ou le souhait de baisser leur impact carbone en utilisant une énergie décarbonée. Donc ça, c'est, on va dire, famille numéro 1. Famille numéro 2, les réseaux. On travaille avec Terega qui fait partie du consortium, mais j'étais pas plus tard qu'il y a 2 jours en Belgique pour discuter avec les responsables des constructions de réseaux de pipeline hydrogène qui sont lancés. Il y a notamment le pipeline Mosaïque qui se trouve au beau milieu du permis de recherche des 3 évêchés françaises de l'énergie. Donc c'est une option de pousser ce gaz comme on le fait avec le gaz de mine dans ces réseaux. Après, il y a tout ce qui est mobilité, transport. On parle de carburant de synthèse, de e-fuel, de e-SAF, qui peuvent intéresser l'aéronautique, qui peuvent intéresser l'aérien, qui ont eux-mêmes des contraintes de décarbonation de leur activité. Donc là, on va dire, on est encore une fois, c'est un petit peu comme le réseau chaleur, on est l'apporteur d'énergie et il y a d'autres sociétés qui vont prendre le relais pour la convertir. Est-ce qu'on veut en faire de l'ammoniac? Est-ce qu'on veut en faire des engrais, etc., etc. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect communautaire. On sait faire de l'électricité avec de l'hydrogène, parce que c'est le plus intéressant, c'est à confirmer en termes de performance et de rendement. On sait, il y a des chaudières à l'hydrogène qui fonctionnent, donc pourquoi pas alimenter des réseaux de chaleur comme on le fait avec le gaz de mine dans les Hauts-de-France, etc., etc. Il y a énormément de possibilités pour valoriser cet hydrogène et exploiter cet hydrogène, sachant qu'on regarde, au niveau du territoire sur l'existant, mais également, vous l'avez bien compris, sur l'attractivité que peut générer cet hydrogène pour un territoire, notamment Grand Est en l'occurrence, et on l'espère bientôt d'autres, pour attirer des consommateurs, pourquoi pas des industries qui pourraient venir s'installer et se connecter sur un puits qui leur serait dédié ou sur une zone dédiée. Et la dernière question, et on est en retard et je suis un petit peu désolé, donc pareil, réponse courte, sur la stratégie d'investissement, finalement, une personne se demande s'il n'y a pas contradiction à investir massivement en Norvège pour produire de l'hydrogène vert, dont le prix de revient est important, si finalement FDE pense pouvoir exploiter en 2028 l'hydrogène naturel en Lorraine. Alors, vous l'avez compris, l'ADN de la société, c'est la valorisation des énergies en circuit court. L'hydrogène vert en Lorraine, en Norvège, est une opportunité pour la simple et bonne raison que pour fabriquer l'hydrogène vert, il vous faut une électricité décarbonée, mais surtout à des coûts défiant toute concurrence. Et il se trouve que c'est le cas en Norvège, grâce à l'hydroélectricité, où on arrive à trouver une économicité à lancer une production d'hydrogène vert. Aussi, garder en tête qu'on s'adapte on va dire aux conditions et aux politiques locales. Il y a une forte accélération en Norvège dans tout ce qui est déploiement des énergies renouvelables. Donc, le plus célèbre, c'est les campagnes de développement massif d'éolien offshore, parce que l'onshore est interdit pour information en Norvège, mais également un gros push local et des facilités qui sont données pour l'hydrogène vert.
mais également, comme vous le savez, tout ce qui est énergie renouvelable, type gaz renouvelable. Donc, c'est pour ça que vous nous voyez traîner, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre séminaire, en Norvège et lancer des constructions massives de biométhaniseurs avec, au passage, la valorisation du CO2 grâce à la technologie CryoPure, donc système d'épuration qu'on a chez nous. Donc, on n'est pas des rêveurs, comme le dit souvent notre président. Si on s'y intéresse, c'est qu'il y a une réalité économique. Et l'idée, comme tout bon industriel et tout bon producteur d'énergie, c'est aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y aura de l'hydrogène blanc en France, il y en aura ailleurs. Il y aura de l'hydrogène vert en Norvège, il y en aura peut-être ailleurs, mais voilà un petit peu la façon dont on avance. Merci Yann, un mot de conclusion, même si on est en retard. Merci à toutes, à tous. Encore une fois, on va multiplier ces webinaires. On reviendra sur des webinaires type hydrogène naturel, puisque vous l'avez compris, on update au fur et à mesure des découvertes et des avancées. Voilà, pas grand-chose de plus. Beaucoup de boulot, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition et surtout pas mal de réussite. Et vous le verrez encore des belles annonces dans les mois à venir. Merci Yann, merci à toutes et tous. N'hésitez pas à nous laisser, avant de partir, un commentaire dans le chat. L'idée, c'est toujours d'améliorer ce format et cet outil webinaire. Encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, on retient ce que vous nous dites. On a enregistré aujourd'hui, on vous mettra à disposition l'enregistrement. N'hésitez pas à le communiquer. N'hésitez pas à nous faire part donc, du coup de tout processus qui pourrait à le partager. Si jamais vous avez des choses à nous indiquer pour améliorer, n'hésitez pas. Dernier message, n'hésitez pas à suivre et à partager également la page LinkedIn. C'est sur cette page que vous trouvez l'ensemble des informations et les actualités de FDE. Donc n'hésitez pas à commenter, publier, partager, diffuser. Cette page est encore une fois le canal de l'actualité FDE. Merci beaucoup, bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir.